Dès le premier instant où j'ai rencontré Raphaël, j'ai su qu'il y avait dans ses yeux une lueur différente lorsqu'il parlait d'affaires. Au début, je l'admirais. À Paris, où nous nous sommes rencontrés lors d'une exposition au Centre Pompidou, il m'a captivée par sa connaissance de la finance et sa passion apparente pour la construction d'un avenir prospère. Moi, Chloé Beaumont, fille unique d'une famille profondément enracinée dans l'industrie viticole du Bordelais, je me suis laissée séduire par ses mots et sa vision. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie à Chartres, avec la cathédrale comme témoin silencieux de promesses qui résonnent maintenant comme un écho vide dans ma mémoire. Les premières années furent comme un rêve, construisant ensemble une vie dans notre maison en périphérie de Paris, avec vue sur la forêt. Raphaël travaillait dans une banque d'investissement, tandis que je continuais à gérer le domaine familial à distance, me rendant fréquemment à Bordeaux. Tout a changé lorsque mes parents sont décédés dans un accident de voiture en revenant d'une dégustation de vin en Italie. La douleur fut immense, un vide qui m'accompagne encore aujourd'hui dans les nuits silencieuses. Mais avec cette douleur est venue la responsabilité, l'héritage complet du château Beaumont, les propriétés à Lyon et à Nice, les actions dans plusieurs entreprises françaises et, bien sûr, les comptes bancaires en France et en Suisse. 25 millions d'euros qui ne représentaient pas seulement de l'argent, mais le travail de 3 générations de ma famille. Je me souviens du jour où le notaire, Maître Bernard, un homme âgé dont les lunettes glissaient constamment sur son nez aquilin, m'a remis les documents. Raphaël était assis à côté de moi, sa main sur la mienne, dans un geste que je croyais alors être de soutien. Je sais maintenant que ses doigts comptaient déjà mentalement chaque euro qu'il considérait comme sien. « Chloé, votre père a été très clair dans ses instructions, » dit Maître Bernard d'une voix posée. « Tout reste à votre nom, en tant qu'unique héritière. L'entreprise, les propriétés, les comptes, tout. » J'ai senti la main de Raphaël se crisper sur la mienne. Une tension subtile que j'ai alors ignorée, consumée par le chagrin. Les semaines suivantes, Raphaël a commencé à parler de plus en plus de notre avenir financier. Au début, c'était des suggestions désinvoltes pendant le dîner, un verre de Bordeaux à la main. Nous devrions diversifier les investissements. Je pense qu'il serait plus sûr de consolider les comptes. Avec mon expérience à la banque, je pourrais mieux gérer tout ce capital. Puis vinrent les réunions avec ses collègues. Des hommes en costumes chers et aux sourires hypocrites qui parlaient d'opportunités d'investissement, en me regardant comme si j'étais une enfant incapable de comprendre le monde des chiffres. Moi, qui avais grandi en voyant mon père négocier des contrats millionnaires avec des distributeurs de vins internationaux, qui avait un master en administration des affaires de HEC, je me retrouvais soudainement traitée comme une incompétente dans ma propre maison. « Raphaël, j'apprécie tes conseils, mais je préfère maintenir la gestion telle qu'elle, » lui ai-je dit un soir, après le départ de ses amis. Ma famille a bâti ce patrimoine avec certaines valeurs, et je veux les respecter. Son sourire se figea. « Chloé, ma chérie, tu ne comprends pas comment fonctionne réellement le monde financier. Nous pourrions doubler ce capital en quelques années si tu me laissais le gérer. » C'est alors que j'ai commencé à remarquer des changements en lui. Des appels téléphoniques qu'il interrompait lorsque j'entrais dans la pièce, des documents qu'il cachait précipitamment, des voyages d'affaires qui se multipliaient sans explication claire. Et ses yeux ne me regardaient plus avec amour, mais avec calcul, comme s'il évaluait constamment ce que je valais pour lui. La tension a grandi pendant des mois. Je m'accrochais à mon indépendance financière, tout en sentant l'homme que j'avais aimé se transformer en un étranger. J'ai commencé à prendre des précautions. J'ai changé les codes bancaires, engagé une nouvelle équipe juridique dirigée par Catherine Lambert, une avocate redoutable recommandée par ma tante Isabelle, et numérisé tous les documents importants en gardant des copies dans des endroits sûrs. Un dimanche après-midi, alors que je préparais un bœuf bourguignon dans notre cuisine, un rituel que j'avais maintenu en hommage aux dimanches en famille de mon enfance, Raphaël est entré avec un verre de whisky à la main. Son visage était tendu, presque méconnaissable. « J'ai réfléchi », dit-il avec un calme artificiel, s'appuyant contre le plan de travail en marbre. « Ça n'a pas de sens que tout soit à ton nom. Nous sommes un couple marié. Nous devrions tout partager. » Je continuais de remuer la sauce, l'arôme du vin montant en volutes de vapeur. « Tout ce que nous avons gagné ensemble, nous le partageons déjà, Raphaël. L'héritage, c'est différent. » « Différent pourquoi ? Tu ne me fais pas confiance ?» Sa voix monta légèrement,
un prélude à ce qui allait suivre. Ce n'est pas une question de confiance, mais de respect des volontés de ma famille. Il posa le verre si fort sur le comptoir que j'ai craint qu'il ne se brise. Ta famille est morte, Chloé. Maintenant, c'est moi ta famille. Ces mots me frappèrent comme une gifle. La sauce commença à attacher au fond de la cocotte, mais je n'y prêtais plus attention. Je me suis retournée pour lui faire face, la cuillère en bois encore à la main comme un petit bouclier. Ne reparle plus jamais de mes parents comme ça, dis-je d'une voix que je ne reconnus pas comme la mienne, basse et dangereuse. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. À côté de moi, Raphaël respirait profondément, apparemment en paix avec ce qu'il avait dit. Je contemplais le plafond, me demandant comment j'en étais arrivée là, comment l'homme qui avait promis de m'aimer et de me respecter s'était transformé en ce prédateur qui gisait maintenant à mes côtés. La confrontation définitive eut lieu une semaine plus tard. J'étais dans mon bureau, examinant les rapports trimestriels du domaine, quand la porte s'ouvrit brusquement. Raphaël entra comme une tempête, ses pas résonnant sur le parquet ancien. Dans ses mains, il tenait un classeur noir qu'il jeta sur mon bureau, dispersant mes papiers. « Les jeux sont finis, Chloé. Je veux que tu signes ces documents. Maintenant. » J'ouvris le classeur avec des mains que je suis fière d'avoir gardées fermes. À l'intérieur se trouvaient des documents pour transférer toutes les propriétés, les actions, même le domaine viticole, à son nom. Pas à nos noms, seulement au sien. Je levai les yeux, croisant un regard que je ne reconnaissais plus. « As-tu perdu la tête ? Je ne signerai jamais ça. » Son visage se transforma alors, toute prétention de civilité disparaissant comme la brume sous le soleil de midi. Il se pencha sur le bureau, son visage si près du mien que je pouvais sentir l'odeur du café sur son haleine. « Tu le feras, Chloé, parce que si tu ne le fais pas, tu le regretteras. J'ai des moyens de te rendre la vie impossible, très impossible. » C'est à ce moment, en regardant dans les yeux de l'homme avec qui j'avais partagé mon lit pendant 5 ans, que j'ai su que j'étais face à un parfait inconnu, un prédateur motivé par la cupidité, un homme prêt à détruire tout ce que nous avions construit pour 25 millions d'euros. Et c'est aussi à ce moment que j'ai décidé que je ne me rendrais pas sans me battre. Le lendemain matin, le ciel était gris, comme si Paris tout entier s'était mis au diapason de mon humeur. J'ai essayé de sortir tôt pour rencontrer Catherine, mon avocate, mais j'ai découvert que Raphaël avait appelé un serrurier pendant la nuit. Les serrures avaient été changées. « Bonjour, ma chérie. » Sa voix semblait presque normale, comme au bon vieux temps, ce qui rendait le tout encore plus perturbant. Il prenait son café dans la cuisine, lisant Le Monde comme n'importe quel autre jour. « Bien dormi ? » « Où sont les nouvelles clés ?» demandai-je directement, sans prendre la peine de dissimuler ma colère. Raphaël plia le journal avec un calme étudié. « C'est moi qui les ai. Par sécurité. Ces derniers temps, tu as pris des décisions impulsives. Je pense que tu as besoin de temps pour réfléchir avant de courir voir cette avocate à toi. » J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Ce n'était plus seulement une menace. C'était une séquestration en bonne et due forme. Mon téléphone. Il fallait que j'appelle quelqu'un. J'ai glissé la main dans la poche de ma robe de chambre, mais elle était vide. « Tu cherches ça ?» Raphaël tenait mon portable, le faisant tourner entre ses doigts. « Je vais le garder aussi pour le moment. Ne t'inquiète pas. J'ai appelé le domaine pour dire que tu es souffrante. Personne ne te dérangera. » Mon esprit tournait à toute vitesse. La maison a 2 étages et plusieurs sorties. Peut-être la porte de service dans la cuisine qui donne sur le jardin arrière. Mais quand je me suis dirigée vers elle, j'ai remarqué que Marc, le ami de Raphaël, qui travaillait dans la sécurité privée, était assis sur une chaise près de la porte arrière, faisant semblant de lire un magazine. « Madame Beaumont », me salua-t-il d'un hochement de tête, comme s'il était normal qu'il soit là, bloquant ma sortie. Je suis retournée au salon où Raphaël continuait de boire son café. « Es-tu devenu complètement fou ? C'est de la séquestration. C'est illégal. » Il rit, un son que j'avais autrefois trouvé charmant et qui me donnait maintenant des frissons. « Non, ma chérie, c'est un mariage. Je protège nos intérêts communs. D'ailleurs, qui va te croire ? L'héritière hystérique qui n'accepte pas que son mari veuille l'aider avec ses finances ?» Il s'est approché, me caressant la joue du dos de la main. Je me suis reculée instinctivement. « J'ai juste besoin que tu signes les papiers, Chloé. Après, tout reviendra à la normale. La normale. Comme si une telle chose pouvait exister après ça. » Je me suis enfermée dans mon bureau, le seul endroit où je sentais que je pouvais respirer. Les fenêtres donnaient sur la rue,
mais nous étions au premier étage. De plus, les vitres étaient pratiquement incassables, une amélioration que Raphaël avait insisté pour installer l'année dernière. Maintenant, je comprenais pourquoi. J'ai passé des heures assise à mon bureau, contemplant les photos de mes parents. Maman avec son sourire serein au milieu des vignes pendant les vendanges. Papa m'expliquant les secrets de la fermentation alors que j'atteignais à peine la hauteur des barriques. Ils avaient reconstruit quelque chose de beau, quelque chose qui appartenait à notre histoire familiale. Je ne pouvais pas laisser Raphaël tout détruire. Vers midi, il est entré sans frapper. Il a porté un plateau avec de la nourriture qu'il a posé sur la table. « Tu dois bien te nourrir, Chloé. Je ne veux pas que tu tombes malade. » Sa fausse préoccupation me retourna l'estomac. « Combien de temps comptes-tu me garder prisonnière ? » « Le temps qu'il faudra. » Il s'assit en face de moi, sortant les documents de sa mallette. Il les étala sur la table, écartant ma nourriture. « Ce ne sont que des signatures, Chloé. Quelques simples signatures, et tu retrouveras ta liberté. » « Pourquoi veux-tu tout ça, Raphaël ? Qu'est-il arrivé au projet que nous avions ensemble ?» Son expression changea brièvement. Une lueur de quelque chose. Culpabilité ? Regret ? Traversa son visage avant de se durcir à nouveau. Les projets ont changé. J'ai des dettes, des investissements qui ont mal tourné. J'ai besoin de cet argent. Tu aurais pu me le dire. Nous aurions pu trouver une solution ensemble. Comme ton père a trouvé une solution à mes propositions de modernisation pour le domaine, en me riant au nez et en disant qu'un banquier parisien n'avait rien à apprendre à une famille avec des siècles de tradition, sa voix distillait un ressentiment qu'il n'avait jamais montré auparavant. Ton père m'a toujours vu comme un parvenu, quelqu'un qui n'était pas à la hauteur du nom Beaumont. Eh bien, nous verrons qui rira le dernier. Alors c'était ça. Pas seulement la cupidité, mais la vengeance. La vengeance contre un homme qui ne pouvait plus se défendre. La révélation me fit plus mal que n'importe quelle menace physique. Mon père te respectait, Raphaël. Il voulait seulement protéger ce que nous avions construit pendant des générations. Ton père était un vieil entêté accroché au passé. Il poussa les papiers vers moi, avec un stylo plume que je reconnus comme un cadeau que je lui avais fait pour notre 2e anniversaire. Signe. Maintenant. Je suis restée à regarder les documents. Des pages et des pages de jargon juridique, conçus pour me dépouiller de tout. J'ai besoin de temps pour les lire au moins. Tu as jusqu'à ce soir. Il se leva, se dirigeant vers la porte. Et Chloé, n'essaie rien de stupide. Marc surveillera, et il n'est pas aussi patient que moi. Quand la porte se referma derrière lui, je me suis permis un moment de faiblesse. Les larmes que j'avais retenues pendant des heures coulèrent enfin librement. J'ai pleuré pour mes parents, pour le mariage que je croyais avoir, pour la trahison si profonde que je ressentais dans chaque fibre de mon être. Mais les pleurs furent de courte durée. La fille d'Antoine et Hélène Beaumont ne se rendrait pas si facilement. J'ai séché mes larmes et commencé à examiner minutieusement ma prison improvisée. Le bureau avait une petite bibliothèque, principalement des livres sur la viticulture et la gestion d'entreprise. Parmi eux, j'ai trouvé un ancien traité de droit commercial que mon père consultait souvent. Il n'était pas avocat, mais il connaissait bien les lois qui affectèrent son entreprise. En feuilletant ces pages jaunies, une idée a commencé à se former dans mon esprit. Raphaël voulait ma signature sur ces documents, mais il n'a pas spécifié quel type de signature il lui fallait. En tant que fille d'entrepreneur, j'avais appris dès mon plus jeune âge à avoir plusieurs signatures, une officielle pour les documents bancaires et les contrats importants, et d'autres variations pour la correspondance occasionnelle ou les autographes. Alors que le soleil commençait à se coucher, teintant ma prison de tons orangés, j'élaborais mentalement mon plan. Je ne pouvais pas m'échapper physiquement, pas avec Marc surveillant chaque sortie. Je ne pouvais pas communiquer avec l'extérieur, mais je pouvais gagner du temps et peut-être laisser des indices sur ma situation. Juste au moment où je finissais de repasser mentalement chaque détail, j'ai entendu des pas approcher. Raphaël entra de nouveau, cette fois accompagné de Marc, dont la présence imposante remplissait la pièce d'une menace silencieuse. Alors, Raphaël s'approcha de mon bureau. « As-tu pris une décision sensée ?» J'ai regardé les documents, puis les 2 hommes qui me tenaient captive. J'ai pensé à mes parents, à l'héritage qu'ils avaient construit avec tant d'efforts et d'amour. J'ai pensé aux vignes qui poussaient sous le soleil de Bordeaux, aux travailleurs qui dépendaient du domaine pour faire vivre leur famille. Et j'ai pensé à Catherine, mon avocate, et aux mesures que nous avions commencé à prendre, anticipant un conflit possible, même si nous n'avions jamais imaginé qu'il irait aussi loin. J'ai besoin de garanties, dis-je finalement,
gardant ma voix ferme malgré la peur. « Si je signe ça, qu'est-ce qui m'assure que tu me laisseras partir? Que tu ne feras de mal à personne au domaine ?» Raphaël sourit, croyant avoir gagné. « Tu as ma parole, Chloé. Une fois que tout sera à mon nom, je n'aurai aucune raison de te retenir. Tu pourras aller où tu veux, avec une pension généreuse, bien sûr. Quant au domaine, c'est une entreprise. Ce serait stupide d'endommager quelque chose qui me rapportera des bénéfices. » J'ai hoché lentement la tête, comme si je me résignais à l'inévitable. « Très bien, apporte les papiers. » Alors qu'il étalait les documents sur mon bureau avec un sourire triomphal, je savais que cette défaite apparente n'était que le début de ma contre-attaque. Dans mon esprit se formait déjà un plan, une stratégie digne de la fille d'Antoine Beaumont, l'homme qui avait négocié avec les distributeurs les plus coriaces d'Europe et en était toujours sorti victorieux. « J'aurais besoin de vérifier chaque page, » dis-je en prenant le stylo. « Ne t'attends pas à ce que je signe à l'aveugle. »« Bien sûr, » concéda Raphaël, sa confiance grandissant à chaque seconde. « Prends ton temps. Nous avons toute la nuit. » J'ai commencé à feuilleter les documents méticuleusement, cherchant des détails, mémorisant des clauses, identifiant des points faibles. À côté de moi, Raphaël et Marc échangeaient des regards impatients. Ils ne se doutaient pas que chaque page que je vérifiais nourrissait ma détermination et affinait ma stratégie. La nuit avançait, et avec elle, mon plan prenait forme définitive. Je ne serais plus prisonnière pour très longtemps. J'ai passé près de 2 heures à examiner chaque document, page par page, tandis que Raphaël consultait constamment sa montre et que Marc se déplaçait nerveusement dans la pièce. Ma minutie n'était pas seulement une tactique pour gagner du temps. J'avais besoin de comprendre exactement ce que je signais pour m'assurer que mon plan fonctionnerait. « Mon Dieu, Chloé, tu ne négocies pas un traité international ?» lâcha finalement Raphaël, l'impatience brisant sa façade de calme. « Ce sont des documents standards de transfert de biens. »« Standard », répétai-je avec ironie en passant à la page suivante. « Rien n'est standard quand il s'agit de 25 millions d'euros, Raphaël. » J'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Tous les documents avaient été préparés par un certain Serge Vasseur, un avocat que je ne connaissais pas. Il ne portait l'entête d'aucun des cabinets prestigieux avec lesquels nous travaillions habituellement. Cela me rassura quelque peu. Un avocat de réputation douteuse avait probablement commis des erreurs dans la rédaction. Quand j'arrivai enfin à la dernière page, je levai les yeux vers Raphaël. Ses yeux brillaient d'anticipation, comme un enfant devant un cadeau de Noël qu'il est sur le point d'ouvrir. « Bien, » dis-je avec un soupir délibérément lourd. « Je suppose que je n'ai pas le choix. » Je pris le stylo-plume, sentant son poids familier dans ma main. C'était un Mont Blanc qui avait appartenu à mon grand-père. Un autre détail cruel dans cette farce. M'obliger à renoncer à mon héritage avec un objet qui symbolisait précisément cette continuité familiale. « Avant de signer, » ajoutai-je, « je veux que Marc sorte de la pièce. C'est entre toi et moi, Raphaël. » Mon mari hésita un instant, puis fit un signe de tête à son garde. « Attends dehors, mais reste à proximité. » Quand la porte se referma derrière Marc, je regardai Raphaël droit dans les yeux. « Crois-tu vraiment que ça se terminera bien pour toi ? Ça se terminera avec 25 millions sur mon compte, » répondit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ça me semble être une fin plutôt bonne. Je baissai les yeux sur les documents et commençai à signer chaque page avec des mouvements délibérés. Ma signature, normalement fluide et élégante, était maintenant tremblante, presque méconnaissable. Ce n'était pas la peur qui guidait ma main, mais la précision. Je recréais exactement la signature que j'avais utilisée sur une carte de vœux pour la mère de Raphaël 3 ans plus tôt, pas celle que j'utilisais sur les documents officiels. N'importe quel expert en graphologie avec un minimum d'expérience pourrait déterminer que ce n'était pas ma signature légale. Mais Raphaël, dans son arrogance, ne prit pas la peine de vérifier ce détail. Il était trop occupé à savourer sa victoire apparente. Ce que Raphaël ne savait pas non plus, c'est que 2 semaines plus tôt, après notre première grande dispute sur l'héritage, j'avais rendu visite à Catherine Lambert dans son bureau du centre de Paris. Ce n'était pas une visite de routine. J'y étais allée dans un but précis. « J'ai besoin de me protéger », avais-je dit à Catherine alors que nous contemplions la place des Vosges depuis sa fenêtre. « Raphaël change, et pas pour le mieux. Je crains qu'il ne tente quelque chose de radical. » Catherine, une femme d'une 50aine d'années avec une réputation formidable dans les tribunaux de Paris, m'avait écouté attentivement avant de passer un appel. 1 heure plus tard, nous étions réunis avec Mathieu Durand, un notaire de confiance, et nous avions signé un document crucial.
une déclaration sur l'honneur spécifiant que tout transfert de biens signé par moi à partir de cette date devrait être vérifié personnellement par le notaire, en ma présence physique et avec un appel de confirmation à Catherine. Nous avions également subtilement modifié les registres de propriété, ajoutant des clauses de protection et des alertes automatiques en cas de tentative de transfert. Et le plus important, nous avions créé un ensemble de faux documents, presque identiques aux légitimes, mais avec de petites divergences juridiques qui les invalideraient devant n'importe quel tribunal. C'étaient ces documents que je signais maintenant avec une fausse résignation, tandis que Raphaël observait avec des yeux voraces chaque mouvement de ma plume. « C'est fait », dis-je en signant la dernière page. « Tout est à toi. » Je lui tendis le stylo comme si je lui cédais plus qu'un simple instrument d'écriture, le symbole de ma reddition. Raphaël ramassa les documents avec des mains avides, vérifiant rapidement chaque signature comme un collectionneur qui vérifie l'authenticité d'une pièce de valeur. Satisfait, il les rangea dans sa mallette et se leva. « Tu as pris la bonne décision, Chloé. Demain matin, je les déposerai au registre. » Il s'approcha et tenta de m'embrasser sur la joue, mais je me suis instinctivement écartée. Il rit. « Toujours aussi fier, je vois. Tu t'en remettras. Puis-je sortir maintenant ?» demandai-je, gardant ma voix neutre malgré le mélange de soulagement et d'anticipation que je ressentais à l'intérieur. « Demain, » répondit-il en se dirigeant vers la porte. « Quand tout sera officiellement enregistré, je ne voudrais pas que tu aies des idées impulsives pendant la nuit. Et ainsi, je suis restée prisonnière dans ma propre maison, mais avec une différence fondamentale. Maintenant, Raphaël croyait avoir gagné, et cette fausse sécurité était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai passé la nuit dans mon bureau, dormant par intermittence sur le canapé en cuir que mon père y avait installé pour ses après-midi de lecture. Je n'ai pas tenté de m'échapper. Je savais que Marc surveillait toujours. Au lieu de cela, j'ai utilisé ces heures de solitude pour préparer mentalement les étapes suivantes. Le matin arriva avec une lumière dorée qui filtrait à travers les rideaux de ma cellule improvisée. J'entendis du mouvement dans la maison, des voix, des pas pressés. Puis, la porte s'ouvrit, et Raphaël apparut, vêtu d'un costume impeccable, et affichant un sourire que je n'avais jamais vu auparavant. Le sourire d'un homme qui croit avoir conquis le monde. « Bonjour, Chloé. C'est un nouveau jour pour nous deux. » Son ton était presque jovial. « Je vais au registre puis à la banque. Quand je reviendrai, nous serons libres de suivre nos chemins séparés. Puis-je sortir maintenant ?» demandai-je à nouveau, comme si je croyais vraiment qu'il tiendrait parole. « Marc t'emmènera prendre le petit déjeuner et veillera à ce que tu ne fasses aucune bêtise pendant que je règle les affaires légales. » Il me lança un regard condescendant. « Considère ça comme ton premier jour de liberté conditionnelle. » Après son départ, Marc m'escorta jusqu'à la cuisine, où Thérèse, notre gouvernante, préparait du café avec une expression inquiète. La pauvre femme, qui était avec ma famille depuis avant ma naissance, sentait clairement que quelque chose n'allait pas, mais n'osait pas poser de questions en présence de Marc. « Un café, madame ?» offrit-elle d'une voix tremblante. « Merci, Thérèse. » Je pris la tasse qu'elle m'offrait, nos regards se croisant brièvement. Dans ses yeux, je vis une préoccupation sincère, et je lui fis un sourire rassurant qui sembla la déconcerter encore plus. Je déjeunais lentement, observant Marc consulter constamment son téléphone. Raphaël le tenait probablement informé de ses progrès. Je me demandais combien de temps s'écoulerait avant qu'il ne découvre que les documents n'avaient aucune validité juridique, que les propriétés étaient toujours à mon nom, que tout avait été une mise en scène élaborée de ma part. « Monsieur dit que vous pouvez aller au jardin si vous voulez », annonça soudainement Marc, rangeant son téléphone. Il dit que tout se passe bien. Bien sûr que Raphaël pensait que tout allait bien. Le registre avait probablement accepté les documents pour traitement sans les examiner en profondeur, comme c'était souvent le cas pour les formalités administratives de routine. La véritable vérification viendrait plus tard, et d'ici là, j'aurais déjà mis en œuvre la phase suivante de mon plan. J'ai passé la matinée dans le jardin, assise sous l'olivier centenaire qui trônait au centre de la cour. Thérèse m'apporta de la limonade et me demanda à voix basse si j'avais besoin de quelque chose, si j'allais bien. Je l'ai assuré que tout serait bientôt résolu. Vers midi, j'entendis la voiture de Raphaël entrer dans la propriété. Le son du gravier sous les roues annonçait son retour triomphal. Je suis restée où j'étais, faisant semblant de lire un livre, tandis que mon cœur battait la chamade en prévision. Raphaël apparut dans le jardin, avec une bouteille de champagne à la main,
et un sourire qui semblait gravé dans la pierre. Nous devons fêter ça, ma chérie. Tout est fait. Les propriétés, les actions, les comptes, tout est passé à mon nom. J'ai même rendu une petite visite à notre gestionnaire de fortune en Suisse. Très efficace, les Suisses. Je l'ai toujours dit. Je levai les yeux de mon livre, marquant la page avec un calme délibéré. C'est fait? Si facilement? Si facilement. Il déboucha la bouteille avec un geste théâtral, le champagne moussant et débordant pendant qu'il riait. 25 millions d'euros en une seule journée. Probablement ma meilleure affaire à ce jour. Marc s'était discrètement retiré, nous laissant seuls pour notre étrange célébration. Raphaël remplit 2 coupes et m'en offrit une. Je la pris sans protester, sentant le verre froid contre mes doigts. « Au nouveau départ », trinqua-t-il, heurtant sa coupe contre la mienne avec trop de force, renversant quelques gouttes sur ma robe. « Au nouveau départ », répétai-je, portant la coupe à mes lèvres sans vraiment boire. Raphaël but longuement puis s'assit en face de moi, desserrant sa cravate d'un geste de satisfaction. « Tu sais, Chloé, ça n'a pas besoin d'être désagréable entre nous. Je t'assignerai une mensualité généreuse. Tu pourras vivre confortablement dans l'appartement de Lyon. » Très prévenant de ta part, répondis-je avec un sourire qui n'atteignit pas mes yeux. Que feras-tu du domaine? Je le moderniserai, bien sûr. Ton père n'a jamais compris le potentiel qu'il a. Avec les bons investissements, nous pourrions tripler la production en 2 ans. Mon père comprenait que la qualité demande du temps et du soin, pas une production de masse. Raphaël fit un geste dédaigneux de la main. Romantisme de la vieille école. Le marché actuel exige du volume et un marketing agressif. Et les employés? Beaucoup travaillent au domaine depuis des générations. Ceux qui s'adapteront resteront. Les autres? Il haussa les épaules, comme s'il parlait de remplacer de vieux meubles, plutôt que des personnes avec des familles qui dépendèrent de ces emplois. À ce moment-là, je savais que même si mon plan n'avait pas déjà été en marche, je n'aurais jamais permis à cet homme de mettre la main sur l'héritage de ma famille. Je l'observais boire plus de champagne, célébrant une victoire qui n'existait que dans sa tête, et je ressentis un étrange mélange de pitié et de détermination. « Je dois passer un appel », annonça Raphaël après sa 2e coupe. « Il y a des investisseurs intéressés par les propriétés de Nice. Je pense que nous pourrions conclure une affaire avant la fin du mois. » Il se leva et se dirigea vers l'intérieur de la maison, me laissant seul sous l'olivier. Je regardai ma montre. Presque 13 heures. À cette heure, Catherine aurait déjà reçu la notification automatique de tentative de transfert de propriété et serait en train de contacter le notaire, Maître Durand. Le système d'alerte que nous avions conçu fonctionnerait parfaitement. Mon téléphone, que Raphaël m'avait rendu ce matin en signe de sa générosité, vibra dans ma poche. Un message d'un numéro inconnu. « En cours. Reste calme. CL. » Catherine Lambert utilisait un téléphone non enregistré pour me contacter. Mon plan ne fonctionnait pas seulement. Il allait encore mieux que prévu. Je rangeai le téléphone et respirai profondément, profitant de l'arôme des roses que Thérèse entretenait avec tant de soin. Pour la première fois depuis des jours, je sentis que je pouvais respirer librement. La signature que j'avais apposée sur ces documents ne signifiait absolument rien. Et bientôt, Raphaël découvrirait exactement contre qui il avait osé comploter. L'après-midi se déroula dans un calme étrange. Raphaël allait et venait dans la maison, passant des appels, vérifiant des papiers, se comportant comme le nouveau propriétaire d'un empire qu'il croyait avoir conquis. Il m'observait de temps en temps avec un sourire satisfait, comme un chasseur admirant son trophée. Thérèse m'apporta du thé sur la terrasse, où je m'étais réfugiée avec un livre que je n'arrivais pas à lire. Ses mains tremblaient légèrement en posant le plateau. « Avez-vous besoin d'autre chose, madame ?» demanda-t-elle à voix basse, regardant vers la porte pour s'assurer que nous étions seuls. « Je vais bien, Thérèse. Merci. » Elle se pencha un peu, baissant encore plus la voix. Mademoiselle Catherine a appelé à la cuisine. Elle a dit que tout est en ordre. Je ressentis une vague de gratitude envers cette femme qui avait été comme une seconde mère pour moi. Sans que je le lui demande, elle avait établi son propre réseau de communication. « Merci, Thérèse. S'il te plaît, sois prudente. » Elle hocha la tête et se retira juste au moment où Raphaël apparaissait sur la terrasse, téléphone à la main. « Les acheteurs viendront demain pour voir la maison, » annonça-t-il sans préambule. « Ils veulent conclure rapidement. Je te suggère de commencer à emballer tes affaires personnelles. » Vendre la maison? Je me suis redressée sur ma chaise. « Mais tu viens de l'acquérir. Pourquoi la vendre si tôt? » « J'ai besoin de liquidités. » Il haussa les épaules comme s'il parlait de la météo
et non de la maison où nous avions vécu les 5 dernières années. De plus, elle a trop de souvenirs. Je préfère quelque chose de plus moderne. Et moi, où suis-je censé vivre en attendant? Je t'ai réservé une suite à l'hôtel Le Bristol. Tu y seras à l'aise jusqu'à ce que tu trouves quelque chose de permanent. Il consulta sa montre. Tu devrais être reconnaissante. J'aurais pu te laisser sans rien. Je me suis mordu la langue pour ne pas répondre. Chaque heure qui passait, Raphaël devenait plus arrogant, plus négligent. Parfait pour mes plans. Le dîner fut une affaire tendue. Raphaël avait invité Julien Moreau, un vieil ami à lui de la banque que je n'avais jamais apprécié. Il était évident qu'ils étaient déjà en train de manigancer de nouvelles affaires avec mon argent. Un Bordeaux exceptionnel, commenta Julien, en goûtant le vin que Thérèse avait servi. De tes vignobles, je suppose. Mes vignobles, maintenant, corrigea Raphaël avec un sourire, levant son verre dans un toast moqueur dans ma direction. Millésime 2015. Une excellente année. C'était le préféré de mon père, dis-je en gardant la voix ferme. Il disait toujours qu'un bon vin a besoin de temps et de respect. On ne peut pas précipiter la qualité. Ton père était un romantique, répondit Julien, échangeant des regards complices avec Raphaël. Sur le marché actuel, il faut de l'innovation, un marketing agressif. Le nom Beaumont a du potentiel, mais il a besoin d'être modernisé. Et nous le ferons, assura Raphaël en se servant plus de vin. J'ai des plans pour industrialiser la production. Nous triplerons les bénéfices en 2 ans. Tu ruineras la réputation de plusieurs générations, dis-je, incapable de me contenir. Le vin que tu bois est le résultat de méthodes traditionnelles perfectionnées pendant des décennies. Raphaël posa son verre avec un coup sec sur la table. Ces méthodes sont inefficaces et dépassées. Ta famille s'accrochait au passé par sentimentalisme. Moi, je vois l'avenir. Je vois que vous avez encore des choses à régler, intervint Julien, visiblement mal à l'aise avec notre discussion. Il n'y a rien à régler, répliqua Raphaël, retrouvant son faux sourire. Chloé a simplement besoin de temps pour s'adapter à sa nouvelle position. Après le dîner, Raphaël raccompagna Julien à la porte pendant que je me retirais au salon. Quelques minutes plus tard, il revint avec une expression triomphale. Julien a des contacts intéressants pour le domaine. Des acheteurs chinois, très généreux. Il se servit un cognac et se laissa tomber dans le fauteuil en face de moi. Tu imagines ? Ton père doit se retourner dans sa tombe. Son précieux domaine entre les mains d'investisseurs étrangers. Je le fixais, étudiant l'homme que j'avais autrefois aimé. Comment n'avais-je pas vu cette cruauté avant ? Ou avait-elle toujours été là, cachée sous des couches de charme et de fausse affection ? Tu ne t'en tireras pas comme ça, Raphaël. Il éclata de rire, un rire qui résonna dans toute la pièce. Tu ne comprends toujours pas ? Je m'en suis déjà tiré. Il sortit des papiers de sa mallette et les jeta sur la table basse entre nous. Regarde, des certificats de propriété officiels, tous à mon nom, le domaine, les propriétés à Lyon et Nice, les actions, tout, même les comptes en Suisse. Je pris les documents, feignant la consternation en les examinant. Ce n'étaient que des accusés de réception préliminaire, pas des titres de propriété définitifs. N'importe quel avocat compétent saurait que ces papiers ne signifiaient rien tant que le processus de vérification ne serait pas terminé. Mais Raphaël, dans son arrogance, avait supposé que la bataille était gagnée. « Tu as perdu, Chloé », continua-t-il, savourant chaque mot. « J'admire ton courage, mais il est temps que tu acceptes la réalité. Tu n'as plus rien. Ni maison, ni argent, ni domaine. Rien. » Je reposai les papiers sur la table avec une lenteur délibérée. « Et ça te rend heureux de détruire tout ce que ma famille l'a construit ? Ça me rend riche, corrigea-t-il, finissant son cognac d'un trait. Le bonheur, c'est pour les romantiques comme toi et ton père. Moi, je préfère le pouvoir que donne l'argent. » Il se leva et s'approcha de moi, se penchant jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres du mien. Son haleine sentait l'alcool et l'arrogance. « Tu aurais dû me prendre au sérieux depuis le début, Chloé. Tu as toujours sous-estimé ce que j'étais prêt à faire pour de l'argent. Et toi, tu as sous-estimé ce que je suis prête à faire pour la justice. » Quelque chose dans mon ton a dû l'alerter, car il plissa les yeux, m'étudiant avec une méfiance soudaine. « Qu'as-tu fait ?» Je soutins son regard sans ciller. « Attends de voir. » Un instant, il parut déconcerté, mais il retrouva ensuite son sourire confiant. « Tes menaces en l'air ne m'inquiètent pas. Demain matin, je commencerai à liquider tes chères possessions, et il n'y a rien que tu puisses faire pour m'arrêter. » Il s'éloigna,
se servant un autre cognac tout en fredonnant un air. Sa confiance était absolue, inébranlable, le prédateur savourant sa victoire avant l'heure. D'ailleurs, ajouta-t-il en se tournant vers moi, son verre levé, j'ai appelé Catherine Lambert cet après-midi, ta redoutable avocate. Je l'ai informée que ses services ne seraient plus nécessaires, étant donné que tout le patrimoine a changé de main. Je retins mon sourire. Raphaël venait de confirmer ce que je savais déjà. Il avait contacté Catherine, exactement comme nous l'avions prévu. Une autre étape de notre plan accompli. Et qu'a-t-elle dit ? Demandai-je, avec une inquiétude feinte. Oh, elle a été très professionnelle. Elle a dit qu'elle respectait les souhaits de sa cliente. Il sourit, interprétant mon silence comme une défaite. Même tes alliés savent te reconnaître quand ils ont perdu, Chloé. Si seulement ils savaient que cet appel avait activé la phase suivante de notre plan. Catherine avait des instructions spécifiques pour chaque scénario possible, y compris celui-ci. Cette nuit-là, Raphaël insista pour que nous dormions dans la même chambre, pour le bon vieux temps, comme il dit avec un sourire qui me retourna l'estomac. Je refusai catégoriquement, préférant dormir dans la chambre d'amis. « Comme tu voudras », concéda-t-il avec un geste magnanime. « Mais n'oublie pas que demain tu dois être prête à partir. Les acheteurs viennent à 11h. » J'ai passé la nuit blanche, écoutant les bruits de la maison, attendant. Vers minuit, mon téléphone vibra avec un autre message de Catherine. « Tout est prêt pour demain. 10h30. Reste calme. » À travers la fenêtre, j'observais la lune sur Paris. Une lune que j'avais vue tant de nuits depuis cette même fenêtre. J'ai pensé à mes parents, à ce qu'ils diraient s'ils pouvaient me voir maintenant. Ma mère, avec son calme imperturbable, aurait dit que la patience est la vertu des forts. Mon père, avec son pragmatisme, m'aurait rappelé qu'en affaires, comme dans la vie, rira bien qui rira le dernier. À l'aube, je m'habillais avec un soin particulier, choisissant un tailleur pantalon gris que mon père m'avait offert pour mon 30e anniversaire. Pour qu'on te prenne au sérieux en réunion, avait-il dit. C'était mon armure pour la bataille que j'étais sur le point de livrer. Je descendis pour le petit déjeuner et trouvai Raphaël déjà dans la cuisine, examinant des documents tout en buvant son café. Il leva les yeux quand j'entrai, évaluant ma tenue d'un sourcil arqué. « Habillé pour impressionner ? Pas la peine. Les acheteurs viennent voir la maison, pas toi. » On m'a toujours appris à garder ma dignité, même dans les circonstances les plus difficiles, répondis-je en me servant un café. Raphaël laissa échapper un rire court et méprisant. La dignité, un autre concept romantique et obsolète des Beaumont. Il se leva, ramassant ses papiers. J'ai fait une réservation au Bristol pour ce soir. Assure-toi d'avoir emballé l'essentiel avant 5h. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, il s'arrêta et se retourna, comme s'il venait de se souvenir de quelque chose. D'ailleurs, j'ai renvoyé Thérèse ce matin. Les nouveaux propriétaires amèneront leur propre personnel. Tu as renvoyé Thérèse ? La nouvelle me frappa avec une force inattendue. Elle est avec ma famille depuis plus de 30 ans. Il haussa les épaules avec indifférence. Une dépense inutile. Nous n'avons plus besoin d'autant de personnel pour deux. Et bientôt nous ne serons même plus ici. Son sourire s'élargit, cruel et calculateur. Je t'ai anéanti, Chloé. Je n'ai pas seulement pris ton argent, mais tout ce que tu aimes. Ta maison, ton domaine, même ta gouvernante. J'ai démantelé ta vie pièce par pièce. À ce moment, en le voyant se délecter de sa cruauté, je sus que je ne ressentais pas la moindre once de remords pour ce qui allait lui arriver. Cet homme avait conspiré pour me détruire non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. Il avait attaqué non seulement mon patrimoine, mais aussi ma dignité. « Il est presque 10h, dit-il en consultant sa montre. Je vais dans mon bureau passer quelques appels avant l'arrivée des acheteurs. Reste à l'écart, tu veux bien ? Il partit sans attendre de réponse, ses pas résonnant dans le couloir comme ceux d'un conquérant réclamant son territoire. Je terminai mon café calmement, sachant que le temps jouait en ma faveur. En moins d'1 heure, Raphaël apprendrait que celui qui rit le dernier rit le mieux. Et cette personne, ce serait moi. À 10h20, la sonnette de la porte retentit. Depuis la fenêtre du salon, je vis une voiture noire, discrète mais élégante, se garer près de l'entrée. Ce n'était pas le véhicule ostentatoire que j'attendrais des supposés riches acheteurs que Raphaël avait mentionnés. Je restai immobile, attendant. Quelques secondes plus tard, j'entendis Raphaël traverser le vestibule vers la porte d'entrée. Je l'imaginais composant son sourire de vendeur, ajustant sa cravate, se préparant à impressionner les acheteurs.
J'entr'ouvris légèrement la porte du salon pour mieux entendre. « Bonjour, je suis Raphaël Marchand, le propriétaire », l'entendis-je dire de sa voix d'homme d'affaires. Il y eut une pause. « Excusez-moi, je crois qu'il y a une confusion. J'attends monsieur et madame Hidalgo pour leur faire visiter la propriété. » Une autre pause, plus longue cette fois. La voix qui répondit était ferme, autoritaire. « Il n'y a aucune confusion, monsieur Marchand. Je suis l'inspecteur Martin Duval, de la brigade financière. Voici mes collègues, l'inspectrice Robert et l'agent Lemaire. Nous avons quelques questions concernant certains transferts de propriété que vous avez récemment tenté d'enregistrer. » Le silence qui suivit fut absolu, comme si toute la maison retenait son souffle. Puis, la voix de Raphaël nettement moins assurée. « Il doit y avoir une erreur. Tout est en ordre. J'ai les documents signés. C'est précisément de ces documents dont nous voulons parler, » interrompit l'inspecteur. « Pouvons-nous entrer ?» Je sortis dans le vestibule juste au moment où Raphaël, visiblement pâle, faisait entrer 3 personnes. Un homme d'une 50aine d'années en costume sombre et à l'expression impénétrable. Une femme plus jeune, les cheveux relevés en un chignon sévère, et un agent en uniforme qui resta près de la porte. Derrière eux, à ma grande surprise, se trouvait Nicolas Rousseau, l'enquêteur privé que Catherine et moi avions engagé des semaines plus tôt. Les yeux de Raphaël s'écarquillèrent d'alarme en me voyant apparaître, comme s'il venait de découvrir une trahison. « Chloé, qu'est-ce que ça signifie ?» Madame Beaumont salua l'inspecteur Duval d'un léger hochement de tête. « Merci pour votre collaboration. Votre avocate nous a fourni toute la documentation. » Raphaël me regarda, la compréhension se dessinant lentement sur son visage. « Toi? C'est toi qui as organisé ça ?» « Peut-être devrions-nous nous asseoir, » suggérai-je calmement, en montrant le salon. « Il y a beaucoup de choses à discuter. » Une fois dans le salon, l'inspecteur Duval s'assit en face de Raphaël, qui semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques minutes. L'inspectrice Robert sortit un enregistreur et le posa sur la table basse. « Monsieur Marchand ?» commença Duval. « Nous enquêtons sur une possible falsification de documents, une tentative d'appropriation illicite de biens, et ce qui semble être un cas de coercition et de séquestration. C'est ridicule, » protesta Raphaël, retrouvant un peu de son aplomb. « Ma femme a signé volontairement, après avoir été retenue contre sa volonté dans cette maison pendant plus de 24 heures, » interrompit Nicolas Rousseau, parlant pour la première fois. Sa voix était calme mais ferme. « J'ai des preuves photographiques et des témoignages qui le confirment. » Raphaël se tourna vers moi, l'incrédulité cédant la place à la fureur. « De quoi parle-t-il ? Tu as signé ces papiers. Je t'ai vu le faire. »« J'ai signé, oui, » admis-je en m'asseyant en face de lui. « Mais pas ce que tu crois. Tu vois, Raphaël, des semaines avant que tu ne décides de m'enfermer, j'avais déjà pris des précautions. Les signatures que tu as vues n'ont aucune validité légale. Ce ne sont pas mes signatures officielles enregistrées à la banque et chez le notaire. » L'inspectrice Robert étala plusieurs documents sur la table. Nous avons ici une déclaration sur l'honneur de Madame Beaumont, signée et notariée 2 semaines avant l'incident, où elle spécifie que tout transfert de biens en son nom doit être vérifié personnellement par le notaire, Maître Mathieu Durand. Nous avons également, poursuivit l'inspecteur Duval, les témoignages de Madame Thérèse Leclerc, qui a confirmé que vous avez changé les serrures de la maison et confisqué le téléphone portable de Madame Beaumont. Monsieur Marc Fournier a été localisé ce matin et est actuellement interrogé sur sa participation à ces faits. Raphaël passait son regard d'un document à l'autre, la panique grandissant dans ses yeux. C'est un complot. Ces papiers sont signés, je les ai emmenés au registre moi-même, j'ai parlé à la banque en Suisse. Le registre a détecté des incohérences et a alerté les autorités, comme prévu, expliqua Nicolas. Quant à la banque suisse, ils n'ont jamais traité aucun transfert. Ils étaient prévenus à l'avance. Je me penchai en avant, regardant droit dans les yeux l'homme qui avait tenté de me détruire. Ne sous-estime jamais une femme qui a des ressources, Raphaël. Surtout si cette femme est une Beaumont. La couleur quitta complètement son visage. Pour la première fois depuis que je le connaissais, Raphaël Marchand semblait petit, acculé. « Les documents que vous avez signés, » poursuivit l'inspecteur, « incluent des aveux où vous admettez avoir falsifié la signature de votre femme sur des documents antérieurs. Des aveux très détaillés, je dois ajouter. Je n'ai signé aucun aveu, » s'exclama Raphaël en se levant brusquement. « Je vous suggère de vous asseoir, monsieur Marchand.
dit l'inspectrice Robert d'une voix glaciale, « et de revoir plus attentivement ce que vous avez signé hier après-midi lorsque vous pensiez autoriser un virement bancaire vers la Suisse. » Je me souvins de ce moment avec clarté. Raphaël, enivré par sa victoire apparente, avait signé plusieurs documents supplémentaires qu'un prétendu agent bancaire, en réalité un collaborateur de Nicolas, lui avait présentés. Parmi ces papiers, habilement camouflés, se trouvait une déclaration détaillée où il admettait ses actions. « C'est illégal », protesta Raphaël, mais sa voix avait perdu de sa force. « On m'a trompé pour que je signe. »« Trompé ?» Je souris sans humour. « Quelle ironie que tu utilises cette défense. » L'inspecteur Duval se leva. « Monsieur Marchand, nous avons suffisamment de preuves pour procéder à votre arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit à un avocat. » Pendant que l'inspecteur récitait ses droits, j'observais Raphaël s'effondrer sous mes yeux. Son visage, autrefois arrogant, montrait maintenant un mélange de peur et d'incrédulité. Le prédateur devenu proie. « Chloé, » dit-il finalement, sa voix presque suppliante. « Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes mari et femme. Nous l'étions, corrigeai-je. Les papiers du divorce sont en route. Autre chose que tu ne savais pas. Je les ai préparés il y a des semaines, anticipant ce moment. » L'inspectrice Robert lui demanda de se lever, tandis que l'agent Lemaire s'approchait avec des menottes à la main. Raphaël regarda les menottes, comme s'il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. « C'est une erreur, » insista-t-il, mais sa voix n'avait plus de conviction. « Je peux tout expliquer. »« Vous aurez le temps de vous expliquer devant le juge, » répondit l'inspecteur Duval. « Pour l'instant, vous devez nous accompagner au commissariat. » Alors qu'on le conduisait vers la porte, Raphaël s'arrêta et se tourna vers moi. Ses yeux, qui m'avaient si souvent regardé avec un faux amour puis avec avidité, m'entraînaient maintenant quelque chose de nouveau. La peur. « Pourquoi, Chloé ? Nous aurions pu trouver un accord. »« Parce que certaines choses n'ont pas de prix, Raphaël, » répondis-je, gardant ma voix ferme malgré la tempête d'émotions que je ressentais. La dignité, la justice, le respect pour ce que mes parents ont construit. Tout dans cette vie ne peut pas s'acheter ou se vendre. L'agent Lemaire le guida hors de la maison. À travers la fenêtre, je le vis monter dans la voiture de police. Un chapitre sombre de ma vie qui se fermait enfin. Nicolas resta en arrière, m'observant avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Vous avez été très courageuse, Madame Beaumont. Peu de gens auraient eu la force d'affronter cela comme vous l'avez fait. »« Ce n'était pas du courage, » répondis-je, sentant pour la première fois depuis des jours le poids de l'épuisement. C'était de la survie. Maître Lambert m'a demandé de vous informer que les faux documents n'ont jamais été traités. Vos propriétés sont en sécurité, exactement comme avant. J'ai hoché la tête, reconnaissante pour la confirmation même si je le savais déjà. Catherine était trop méticuleuse pour permettre des erreurs sur un sujet aussi important. Elle m'a aussi demandé de vous dire que Thérèse n'a pas été renvoyée. Raphaël a menti à ce sujet, probablement pour vous blesser. Elle vous attend dans la cuisine, très inquiète pour vous. Une vague de soulagement me parcourut. Une cruauté de moins parmi les nombreuses que Raphaël avait infligées ces derniers jours. Merci Nicolas, pour tout. Il hocha la tête et se dirigea vers la porte. Maître Lambert passera plus tard pour discuter des prochaines étapes. Le dossier contre votre mari est solide, mais il y aura des détails à régler. Quand il fut parti, je restai seule dans le vestibule de la maison que j'avais cru perdre. Les murs, les tableaux, les souvenirs, tout était encore à moi. L'héritage de mes parents restait intact. Je me dirigeais vers la cuisine, où Thérèse attendait avec les yeux rouges et les mains tremblantes. En me voyant, elle se leva d'un bond. « Madame Chloé, est-ce que vous allez bien ?» Cet homme terrible. Je la pris dans mes bras, me permettant enfin le soulagement des larmes que j'avais contenues pendant des jours. Thérèse, qui m'avait vu grandir, qui avait fidèlement servi ma famille pendant des décennies, me serra contre elle comme l'aurait fait ma mère. « C'est fini, Thérèse », murmurai-je entre deux sanglots. « C'est enfin fini. » Elle s'écarta pour me regarder, séchant mes larmes avec son tablier comme elle le faisait quand j'étais enfant. « Votre père serait très fier, madame. Vous avez affronté le loup dans sa propre tanière et vous avez gagné. » Je souris à travers les larmes, pensant à mon père et à son sens inébranlable de la justice. Ce n'est pas seulement ma victoire. Tous ceux qui m'ont aidé, toi, Catherine, Nicolas, en ont tous fait partie.
Mais c'est vous qui avez eu la force de ne pas abandonner quand tout semblait impossible, insista Thérèse. C'est du pur Beaumont, la même détermination que j'ai vue chez votre père quand il a reconstruit le domaine après le grand gel de 92. Certains disent que l'argent, c'est le pouvoir, mais votre père disait toujours que le vrai pouvoir, c'est de ne pas se laisser abattre par l'adversité. Ces mots résonnèrent profondément en moi. Tout au long de cette terrible épreuve, j'avais redécouvert une partie de moi-même que j'avais oubliée, la force intérieure que mes parents avaient soigneusement cultivée, me préparant sans le savoir à des moments comme celui-ci. Pendant que Thérèse préparait du thé, je regardais par la fenêtre de la cuisine vers le jardin où l'olivier centenaire se tenait toujours, ferme, comme il l'avait été pendant des générations. Tout comme la famille Beaumont. Raphaël avait tenté de me briser, convaincu que ma richesse était ma seule force. Il n'a jamais compris que le véritable héritage de mes parents ne se trouvait pas dans les comptes bancaires ou les propriétés, mais dans les valeurs qu'ils m'avaient inculquées. Et celles-ci, contrairement aux biens matériels, étaient inviolables. Les jours suivants se déroulèrent dans un tourbillon d'activités juridiques. Catherine, efficace comme toujours, s'installa pratiquement chez moi, transformant le salon en un centre d'opérations improvisé. Entre les dépositions, les documents et les réunions avec les procureurs, j'ai à peine eu le temps de digérer ce qui s'était passé. « Les charges sont solides », m'expliqua Catherine un après-midi, alors que nous examinions le rapport préliminaire du procureur. Ses cheveux grisonnants attachés en un chignon professionnel, ses lunettes à monture rouge glissant occasionnellement sur son nez. Falsification, tentative d'appropriation illicite, séquestration, et maintenant que Marc a décidé de collaborer pour réduire sa propre peine, nous avons aussi un témoin clé. « Marc parle ?» demandai-je, surprise. Le garde du corps de Raphaël m'avait semblé d'une loyauté inébranlable. Apparemment, la loyauté a ses limites face à 10 ans de prison, sourit Catherine, en se servant plus de café. Il a confirmé que Raphaël planifiait cela depuis des mois. Il a même des enregistrements de certaines conversations compromettantes. Des enregistrements ? La surprise fit place à un étrange sentiment de justification. Alors Marc se méfiait même de Raphaël. Dans le monde de gens comme votre mari, la confiance est une denrée rare. Catherine enleva ses lunettes, se frottant les yeux fatigués. Marc se couvrait, et maintenant, il nous a donné la dernière pièce du puzzle. La nouvelle de l'arrestation de Raphaël a fuité dans la presse le lendemain. Le titre du Monde ne laissait aucune place au doute. Un cadre bancaire arrêté pour tentative de fraude millionnaire contre l'héritière du château Beaumont. Les journaux économiques furent encore plus impitoyables, détaillant la chute en disgrâce de celui qui était autrefois considéré comme l'un des financiers les plus prometteurs de Paris. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Amis, connaissances, partenaires commerciaux. Tous voulaient exprimer leur soutien, leur indignation, leur surprise. Certains, je le soupçonnais, voulaient juste potiner et obtenir des détails croustillants de première main. J'ai laissé la plupart des appels aller sur la messagerie vocale. J'avais besoin d'espace pour respirer, pour digérer. Une semaine après l'arrestation, je me suis rendue au domaine à Bordeaux. J'avais besoin de renouer avec mes racines, de sentir la terre sous mes pieds, de respirer l'air imprégné de l'arôme des vignes et du chêne des barriques. Le régisseur, Michel, un homme qui avait travaillé avec mon père pendant des décennies, m'accueillit avec une étreinte sincère. « Nous sommes tous fiers de vous, Madame Chloé, » dit-il alors que nous parcourions les vignobles. Le soleil de l'après-midi dorait les collines ondulantes couvertes de vignes. Votre père disait que vous aviez plus de cran que nous tous réunis. Maintenant, je vois qu'il avait raison. Je ne savais pas que mon père disait ça, avouai-je, surprise et émue. Oh, il le disait tout le temps. Ma Chloé a le caractère du meilleur Bordeaux, plaisantait-il. Douce en apparence, mais avec une force et une complexité qui ne se révèlent qu'avec le temps. Cette nuit-là, je suis restée dans la maison familiale à côté des vignobles, une bâtisse en pierre du XVIIIe siècle qui avait été le cœur du domaine pendant des générations. Dans le bureau de mon père, avec ses murs lambrissés de bois sombre et ses étagères remplies de livres sur la viticulture, je ressentis une paix qui m'avait manqué pendant des mois. Je pris un vieil album photo sur une étagère et le feuilletai à la lumière de la lampe de bureau. Il y avait mon père, jeune et souriant, montrant fièrement la première récolte sous sa direction. Ma mère, élégante et sereine, inaugurant la nouvelle salle de dégustation. Moi-même,
encore enfant, aidant maladroitement aux vendanges, les mains et le visage tachés de mou violet. « On a réussi, papa », murmurai-je à la photographie où mon père me tenait dans ses bras devant les vignes. « Nous avons protégé ce que tu as construit. » Le lendemain, alors que je prenais mon petit déjeuner sur la terrasse avec vue sur les vignobles, je reçus un appel de Catherine. « Raphaël a accepté un accord avec le parquet », annonça-t-elle sans préambule. « Il plaide coupable de toutes les charges en échange d'une réduction de peine. Combien de temps ? 6 ans, avec possibilité de libération conditionnelle après 4. De plus, une compensation financière substantielle pour dommages et intérêts. » Je posai ma tasse de café sur la table, observant un groupe d'ouvriers se déplacer entre les vignes, préparant la prochaine taille. 6 ans. Cela semblait à la fois beaucoup et peu pour quelqu'un qui avait tenté de me voler non seulement mon patrimoine, mais aussi ma dignité. « Qu'en penses-tu ? Devrions-nous accepter ?» demanda Catherine après un moment de silence. « Quelle est l'alternative ? Aller au procès. Nous pourrions obtenir une peine plus longue, mais ce serait un processus épuisant. Des mois de déposition, revivre tout ce qui s'est passé, l'exposition médiatique. » Je fermai les yeux, laissant la brise fraîche du Bordelais caresser mon visage. J'ai pensé à mes parents, à leurs enseignements sur la justice et la clémence. J'ai pensé à l'entreprise qu'ils avaient bâtie, aux familles qui en dépendaient, à l'héritage qu'il était maintenant entre mes mains de protéger et de faire croître. Acceptons l'accord, décidai-je finalement. Je ne veux pas passer des mois à revivre ce cauchemar au tribunal. Je préfère regarder vers l'avenir. Je suis d'accord, dit Catherine, et je pouvais l'imaginer hocher la tête à l'autre bout du fil. Il y a autre chose que tu devrais savoir. La police a trouvé des documents dans le bureau de Raphaël. Il semble qu'il avait d'importantes dettes envers des personnes peu recommandables. Des investissements ratés, des prêts non déclarés. Es-tu en train de dire qu'il m'aurait ruiné s'il avait réussi à prendre le contrôle de mon patrimoine ? Très probablement. Ses créanciers seraient venus se servir dès qu'il aurait eu des liquidités. La révélation me coupa le souffle. Ce n'était pas seulement la cupidité qui avait motivé Raphaël, c'était le désespoir. Il fuyait ses propres erreurs, prêt à sacrifier tout ce que j'aimais pour se sauver. Cet après-midi-là, je visitais le chai souterrain où vieillissaient nos meilleurs vins. Je marchais entre les barriques de chêne alignées en parfaite symétrie, respirant l'air humide et frais imprégné d'arômes complexes. C'était un rituel que je faisais avec mon père chaque fois que nous devions prendre des décisions importantes. Le vin nous enseigne la patience, disait-il souvent. Il nous montre que les meilleures choses ne peuvent être précipitées, que la qualité demande du temps et du soin. Je passai la main sur la surface rugueuse d'une barrique, sentant la connexion avec des générations de Beaumont qui avaient défait ce même geste. Dans ce sanctuaire souterrain, où le temps semblait s'arrêter, je trouvai la clarté que je cherchais. En sortant du chai, je pris une décision. Il était temps de lâcher le passé et d'embrasser l'avenir. Raphaël paierait pour ses crimes, mais je ne gaspillerais pas mon énergie en ressentiment. J'avais un héritage à honorer et à développer. Cette même semaine, je lançai plusieurs projets que j'avais reportés pendant des années. La modernisation durable des processus de production, un programme de bourse pour les jeunes œnologues, la restauration de vignobles historiques abandonnés dans la région. Des investissements dans l'avenir qui respectèrent le passé. 3 mois après l'arrestation de Raphaël, je reçus une lettre de sa part depuis la prison. Je la laissai sur mon bureau pendant des jours, indécise quant à la lire ou simplement la détruire. Finalement, un après-midi, après une journée particulièrement satisfaisante à superviser la nouvelle plantation de merlot, je décidai de l'ouvrir. L'écriture était reconnaissable, bien que moins ferme que dans mon souvenir. « Chloé, je n'attends pas ton pardon, ni ne le mérite. Je veux juste que tu saches que je regrette profondément le mal que j'ai tenté de te causer. L'ambition et la peur m'ont aveuglée, me transformant en quelqu'un que je ne reconnais même plus. Ici, j'ai beaucoup de temps pour réfléchir à mes erreurs. Trop de temps, peut-être. Raphaël. » Brève, sans excuses élaborées ni déclarations dramatiques. Je relus les lignes plusieurs fois, cherchant la manipulation ou la fausseté. Je n'en trouvai aucune. Seulement la simplicité de quelqu'un qui faisait enfin face aux conséquences de ses actes. Je n'ai pas répondu à la lettre. Il n'y avait rien que je puisse ou veuille lui dire. Nos chemins s'étaient définitivement séparés et mon énergie était concentrée sur la reconstruction, pas sur le passé. Le divorce fut finalisé peu de temps après. Un autre chapitre clos de cette histoire.
Je célébrais discrètement avec un dîner intime sur la terrasse de la maison familiale, accompagnée de Thérèse, qui avait insisté pour venir de Paris pour l'occasion, de Catherine et de Michel. Nous trinquâmes avec une bouteille spéciale, une réserve de 1989, l'année du mariage de mes parents. Au nouveau départ, proposa Catherine en levant son verre, et à la sagesse d'apprécier ce qui compte vraiment, ajoutai-je, pensant au chemin que j'avais parcouru. Cette nuit-là, sous les étoiles du Bordelais, entourée de personnes qui avaient prouvé leur loyauté et leur affection, je compris la vraie nature de la richesse. Ce n'était pas seulement l'argent ou les propriétés qui donnèrent de la valeur à ma vie, mais l'intégrité, la détermination et les liens authentiques que j'avais tissés. Raphaël avait convoité mes biens matériels, croyant que c'est là que résidait le pouvoir. Il n'a jamais compris que ma vraie force, la force qui m'a permis de l'affronter et de vaincre, venait de quelque chose de beaucoup plus profond. L'amour pour ce que je faisais, le respect de l'héritage familial et la dignité que mes parents m'avaient appris à valoriser par-dessus tout. 1 an après la tentative de Raphaël de me voler mon héritage, le Château Beaumont lança une nouvelle ligne de vin appelée « Résilience ». L'étiquette, élégante et sobre, montrait un olivier centenaire résistant à une tempête, ses racines profondément ancrées dans la terre. Le vin, complexe et équilibré, avec des notes de fruits rouges et une subtile touche de chêne, reçut les éloges des critiques les plus exigeants. Un vin qui raconte une histoire de survie et de réinvention, écrivit l'un d'eux, puissant mais élégant, avec une longue finale qui invite à la réflexion. Il ne pouvait y avoir de meilleure description de mon propre parcours. Alors que je contemplais une bouteille de résilience dans mon bureau fraîchement rénové, je me souvins des mots que ma mère avait l'habitude de répéter dans les moments difficiles. Ce ne sont pas les tempêtes qui définissent notre caractère, mais la façon dont nous les traversons. La tempête que Raphaël avait déchaînée dans ma vie m'avait forcé à découvrir des ressources intérieures que je ne savais pas posséder. La ruse, la détermination, la patience stratégique. Elle m'avait rendue plus forte, plus sage, plus consciente de ma propre valeur. Parfois, pendant les nuits calmes où le silence de la maison semblait amplifier mes pensées, je me demandais ce qui se serait passé s'il n'avait jamais montré sa vraie nature, s'il avait continué la farce de notre mariage, sapant lentement ma confiance, érodant subtilement mon indépendance jour après jour. D'une certaine manière, son attaque frontale avait été un cadeau empoisonné, la clarté dont j'avais besoin pour rompre définitivement avec un homme qui ne m'avait jamais apprécié pour qui j'étais, seulement pour ce que je possédais. Ce soir de printemps, assise dans mon bureau avec un verre de résilience, tout en examinant les derniers rapports financiers du domaine, qui affichaient le meilleur trimestre de l'histoire de l'entreprise, je souris à l'ironie. L'homme qui avait tenté de me détruire avait involontairement catalysé ma renaissance. Raphaël était toujours en prison, sa réputation détruite, sa carrière terminée. Moi, en revanche, j'étais sortie de la crise plus forte que jamais, à la tête d'une entreprise florissante, respectée dans le secteur, libre de prendre mes propres décisions. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de propriété. C'était une question de pouvoir. Non pas le pouvoir qui vient de la domination des autres, mais celui qui naît de la maîtrise de son propre destin, de la capacité à rester ferme face à l'adversité, à préserver son intégrité, quand tout semble conspirer à la briser. Je levai mon verre vers la photographie de mes parents qui trônait dans le bureau. « Nous avons réussi », murmurai-je. Et ce n'est que le début. Car cette histoire, mon histoire, ne se terminait pas avec la défaite de Raphaël. Ce n'était que la fin d'un chapitre. Le reste du livre était encore à écrire, et pour la première fois depuis longtemps, j'affrontais ces pages blanches non pas avec peur, mais avec anticipation. L'héritage que j'avais protégé avec tant de ferveur n'était pas seulement les millions d'euros en propriété et en compte bancaire. C'était quelque chose de bien plus précieux, la liberté de définir mon propre chemin, d'honorer le passé tout en construisant l'avenir, de vivre selon mes propres termes. Et ça, comme je l'avais appris, n'avait pas de prix. C'était quelque chose que Raphaël, avec toute sa ruse et son ambition, n'avait jamais compris. Quelque chose que personne ne pourrait jamais m'enlever. Alors que le soleil se couchait sur les vignobles, teintant l'horizon de tons dorés et pourpres, je sentis une paix profonde s'installer dans mon âme. La tempête était passée. J'avais survécu, non seulement intacte, mais transformée. Et dans cette transformation, de victime à vainqueur, d'héritière à leader de plein droit, j'avais trouvé ma véritable force.